Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque découvrir ce que les journaux ont mis en leur une ce matin. Une fois n'est pas coutume, commençons par le journal Info Matin. Législative 2020, comment Titi Pierre a magouillé pour éliminer Combat? Violation de l'esprit de la circulaire du président national du RDPC, copinage. Le président de la commission départementale des investitures pour les législatives dans le CAM n'a fait l'économie d'aucune forfaiture pour régler son compte aux députés sortants, écrit le journal. Le journal revient encore toujours sur ces législatives. La CONAC pour une élection sans fraude, écrit le journal. Et toujours sur cette actualité, on va aussi parler de la Tribune d'Afrique. L'investiture dans l'extrême nord, le nord et la Damawa, ces vieux doivent laisser la place aux jeunes, écrit le journal de Faustin Ndikam. De même que le même problème qui se pose aussi dans le Mbéré, où des députés qui ont plus de 4 mandats ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Voilà pour ce qui est de cette actualité autour des élections législatives, de l'investiture dans le RDPC. Et législatives et municipales, le journal Le Jour parle du mauvais jeu des sous-préfets. Des candidats de l'opposition ont mal à obtenir les pièces exigées auprès des autorités administratives. Le journal revient aussi sur le match Cameroun-Rwanda. Pourquoi la CRTV n'a pas retransmis le match? Le journal donne les raisons. Voilà donc pour ce qui est de cette actualité, de même que le journal parle de Njombe, les gardiens paralysent la PHPI, revendiquent le paiement de leurs droits et autres primes par rapport à leur retraite anticipée. Et puis le quotidien Mutation met en sa une Assemblée nationale quinté honorable. Ces députés qui ont manqué à la 9e législature, écrit le journal. On peut bien voir l'honorable Gaston Combat, Joshua aussi, évidemment Bapol Lipote, en tout cas les deux dames qui sont là, on leur fait pas, c'est pas une discrimination, c'est ce qui est le plus mentionné. Et puis on poursuit cette revue de presse avec le financier d'Afrique qui met en sa une Afrique centrale les enjeux du sommet des chefs d'État de Yaoundé. Il s'agit ici de voir les accords de coopération avec la banque, avec le Fonds monétaire international et évidemment une réforme sur le franc CFA. Le journal le quotidien L'économie parle aussi de cette réunion des sommets extraordinaires des chefs d'État de la CEMA qui seront en conclave à Yaoundé dès demain, avec évidemment au menu toutes ces questions sur la réforme du franc CFA et la révision des accords avec la Banque mondiale. Le quotidien La Nouvelle Expression met en sa une nord-ouest et sud-ouest les candidats aux élections dos au mur. Les raisons évoquées par le député SDF pour se retirer de la course législative du 9 février 2020 posent un sérieux problème de logique et de conscience à tous les candidats au scrutin couplé dans les régions anglophones, toutes formations politiques confondues. Le journal qui parle aussi d'économie et finances, l'avenir du CFA qui se joue à Yaoundé alors de ce sommet extraordinaire qui va se tenir demain. Le journal enfin parle du pacte colonial. Un Français accuse, il a saisi les Français et les Européens pour leur rappeler et démontrer comment 14 pays du précaré français en Afrique, à qui le franc CFA a été imposé avec un pacte assassin, sont économiquement condamnés. Et puis justement à propos, le journal indique que dans ce pacte colonial, les ressources financières des 14 pays africains bien connus sont gardées au trésor français et évidemment, ces pays n'ont que le droit d'utiliser 15% de leur argent et en cas d'un prêt, ils devraient payer des quotas commerciaux, écrit le journal. Et puis le journal parle aussi de ce droit qui est réservé à la France dans ce pacte colonial, d'être le premier à acheter ou de rejeter toutes les ressources naturelles de la terre des pays francophones. Ainsi, si les pays africains pourraient obtenir des meilleurs prix ailleurs, ils ne peuvent pas vendre à qui ils veulent tant que la France n'a pas renoncé à acheter ses ressources. Dans tous les cas, c'est un article à lire en page 2 du quotidien La Nouvelle Expression, un article qui interpelle les Africains. Le journal Le Messager met en sa une les dessous de la démission d'Aoudou Mbaya, déjà investi, le député du département d'Ongamantou Centre, par ailleurs questeur au bureau de l'Assemblée nationale, jette son écharpe. Suspension de la Guadeloupe, les plénicheries du régime, écrit le journal. Le porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi qui a indiqué que si les États-Unis avaient choisi souverainement d'admettre le Cameroun dans la Guadeloupe, eh bien c'est un pays qui est aussi, une fois de plus, libre souverainement de mettre le Cameroun hors de cet accord.
Et puis pour les législatives et municipales, le contrôle, Cyril Sambaka de l'UDC qui indique que le RDPC contrôle le système électoral. C'est toute la raison pour laquelle son parti, l'UDC et le PCRN de Capral-Libye ont d'ailleurs signé un accord pour la députation à Vouri Centre. Voilà pour ce qui est de cette l'actualité parue dans les journaux ce matin. Place à présent avec nos invités du jeudi, très bien connus, une fois n'est pas coutume. On va commencer par le genou. Lui, c'est Guiravé Fongan. Bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Évidemment, avec l'actualité qui vous a marqué. Quand je dis le genou, c'est par rapport au doyen. Évidemment, j'en suis fort aise, rassurez-vous. Donc, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder la revue des grandes unes qui paraissent au Cameroun et bonjour aux populations de Banga qui également adorent cette émission. Alors pour aller rapidement à la question essentielle, à savoir la qualité qui m'a marqué, c'est... alors moi j'ai regardé hier un débat... PHP. Non pas la PHP, c'est plutôt un débat lumineux et délicieux. J'ai regardé hier sur Equinox, 237 débats. Si ma mémoire ne me joue pas des tours, c'était longévité au pouvoir, avantage ou inconvénient pour le développement. Je crois que c'était à peu près formulé ainsi. Et j'ai vu d'excellents historiens développer des théories. Et moi, la tendance lourde qui se dégageait, c'était qu'effectivement, on peut mettre l'homme au pouvoir, mais développer un pays si on a une vision pour son pays. Et l'exemple du Cuba, qui est une référence en termes de médecine. Avec Castro qui a fait 49 ans au pouvoir, mais le Cuba aujourd'hui c'est une référence dans le monde de la médecine, en une parfaite illustration, et la Chine également sur Mao Tse-tung, etc. Donc il y a des exemples comme ceux-là. Comme quoi, quand vous travaillez bien, le peuple vous maintient. Pareil pour la Libye. Donc c'était assez délicieux ce débat-là mené par Duval. D'ailleurs, j'en profite pour adresser mes sincères condoléances qui aujourd'hui aura la levée de corps de son papa qui sera enterré ce week-end à Bamena. Camille, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Évidemment, avec le rituel, l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Chounet, bonjour le fringant genou Guiravé Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Oui, l'actualité c'est évidemment toute la frénésie électorale qui enflamme le Cameroun avec cette course à l'élection, cette course à la candidature, cette course... avec les turpitudes des militants des partis, des candidats des partis de l'opposition aussi. Les partis d'opposition. Les investitures au sein du RDPC. Les investitures au sein du RDPC. Mais vous avez vu, vous voyez comment certains freinent des quatre fers pour ne pas partir, tandis que d'autres sont pressés, ils sont en train de frapper à la porte parce que la circulaire du président de la République déjà les y prédispose, mais surtout le fait qu'il y a des vieux, mais alors des très vieux qui ne veulent pas partir. Moi, j'ai suivi hier soir, par exemple, ce qui s'est passé du côté de l'Ouest avec ces baobabs qui ont été déracinés et que personne n'attendait. Bon, maintenant, il faut aussi regarder de l'autre côté. J'aimerais bien savoir comment ça va se passer à l'extrême nord, où on voit par exemple un président de l'Assemblée nationale qui a fait 40 ans, 40 ans comme député. 40 ans comme député, mais qui 25 ans comme président de l'Assemblée nationale et qui tient à y rester. Et qui veut toujours empiler. Donc, alors, Camille Nélé, vous gardez la parole. Parlons de ces investitures. Est-ce qu'on entend des cris ça et là pour ce qui est du RDPC, par exemple dans le BAM, c'est d'ailleurs la une du journal Info Matin, il y a aussi dans le Mbéré, il y a un peu partout. Est-ce que finalement, ceux qui passent le temps à encenser ou alors encenser le président Paul Biya, ils sont en train d'être les premiers de vouloir marcher sur cette mesure du président national qui demande à ce qu'on voie de nouveaux visages. Quelle lecture vous faites de ces dispositions où il y a des caciques qui résistent? La lecture la plus froide possible. La lecture la plus froide possible. Quand vous regardez par exemple l'extrême nord avec le député Kamsouloum, qui est là depuis des temps immémoriaux. Quand vous voyez le monsieur Kavaï Djibril, quand vous voyez par exemple dans le Mbéré aussi, parce que le problème aussi se pose dans le Mbéré où les jeunes sont en train de ruer dans les brancards avec le député Théophile Baoro, vice-président de l'Assemblée nationale depuis une quinzaine d'années, qui est à 5 mandats de député, mais qui ne veut pas partir, qui fait tout pour ne pas partir, pour obstruer le passage des jeunes. Il y a l'autre, Yaya Dumba, pareil, 4 mandats à la tête comme député à l'Assemblée nationale, qui ne veut pas partir et qui fait tout pour que ce soit le statu quo. Mais pourtant, le Mbéré, par exemple, pour ne prendre que le Mbéré, est l'un des départements où on manque de tout.
pas d'hôpitaux, pas de puits, pas de santé, pas de route, rien. Mais eux, ils sont vissés à l'Assemblée nationale et chaque fois qu'ils arrivent, c'est-à-dire qu'on comprend, les jeunes se disent que, de ce côté-là que ces deux caciques-là, ces députés-là, tiennent absolument à ce que leur nom soit député et leur prénom honorable. Donc, vous voyez, dans ce pays aujourd'hui, le problème des investitures et surtout du renouvellement des ressources se pose cruellement. Dans le camp, par exemple, là aussi dans le camp, mais par contre, dans le camp, il y a une ruée des brancards. Vous avez vu ça dans Info Matin, vous avez aussi vu ça dans le... Combat est si vieux que ça? Non, ou alors il a fait plusieurs mandats? Un deuxième mandat, mais Combat, en fait, les gens estiment, une certaine opinion, elle est assez importante, estiment que Titi Pierre est venu régler le compte à Combat. Ils se disent que cette éviction de Combat n'a pas été du tout régulière et ça suscite non seulement des gorges chaudes et même des cris d'enfer de ce côté-là. Donc, cette période électorale où l'on voit les Camerounais démontrer leur envie de pouvoir participer à la marche du pays, à l'Assemblée nationale et dans les mairies, c'est une émission, c'est une période absolument sensible dans laquelle on va bien voir, au terme de laquelle on verra bien ce que ça va donner. Guy Fongan, finalement on a envie de se demander c'est quel pays où on résiste autant, on veut même résister à l'ordre de la nature, à savoir faire son temps et laisser la place à quelqu'un d'autre. Non, c'est deux choses. La première, c'est que c'est de manière naturelle, c'est humain. Les gens ont une phobie du changement. Le changement fait peur. Il y a cette psychose-là. Même quand on a passé 40 ans comme député, on a introduit ces racines, Guy Hervé. Voilà, donc il y a cette phobie-là. La première chose, c'est que naturellement, le changement fait peur, a priori. Et donc ça peut expliquer cette attitude que les gens ont à vouloir absolument... Fait peur aux vieux députés. Oui, effectivement, on fait peur aux vieux députés, effectivement. Et l'autre deuxième chose qu'on peut observer, c'est qu'à la vérité, au regard de tout ce qu'on a observé, que ce soit dans l'océan, dans la lake qui est dans le nord, en termes de la pseudo, parce qu'il y a encore qu'il y a un vrai problème de sémantique. S'il y a eu investiture, il y a eu élection primaire, donc c'est à cheval entre les deux. Donc, les barons du régime ne s'entendent pas sur le véritable mode de désignation de ces candidats-là. Donc, on a vu dans toutes ces régions-là, dans l'océan, dans le nord, dans le Fundi, que des personnes qui sont là depuis quand même plusieurs années ont du mal à partir. Et on comprend mieux pourquoi est-ce que des gens avaient intérêt à ce que le président ne convoque pas le corps électoral et qu'on maintienne le statu quo et qu'on prolonge ad vitam aeternam ce mandat-là. Parce qu'il y en a qui sont convaincus qu'ils seraient battus aux primaires ou qu'ils ne seraient jamais investis. Donc ils faisaient tout pour peser de leur poids. Ils pesaient de tout leur poids pour que le mandat soit prolongé le plus longtemps possible. Maintenant, vous avez une base, une nouvelle dynamique, une nouvelle jeunesse qui aspirait fortement à ce qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Et à partir de ce moment-là, on peut aussi regretter du fait que la circulaire du secrétaire général ne soit pas vraiment appliquée. À la lettre. À la lettre, dans l'esprit à lettre, et ça commence à créer des peut-être que ça sera considéré comme des actes d'indiscipline dans le parti. Il est même taxé par certains caciques du RDPC comme quelqu'un qui est dans un complot contre le chef de l'État, parce que disent-ils, ces caciques-là, que le président est en train d'embrayer sur un septennat délicat. Il a besoin d'hommes d'expérience, d'hommes qui ont un vécu pour l'accompagner pour ce septennat-ci. Donc, et du coup, le SG Jean est soutenu par ces caciques-là de quelqu'un qui est en pleine théorie du complot contre le président, comme quoi il veut écarter les gens d'expérience pour faire monter les gens qui n'ont aucune expérience et plomber le chef de l'État dans ses projets. Donc on espère bien que dans l'accomplissement de ces projets. Donc il y a ce conflit qui est permanent au sein du RDPC. Comme pour dire que quand le président national du RDPC partira, cette classe politique acceptera aussi de l'accompagner dans ce sera la guerre de long couteau, ce sera le fameux grand soir comme parlait Karl Marx et on espère que le RDPC survivra à son président. Oui, Camille, un mot pour sortir. Non, mais je voulais dire pour sortir que ces classiques, ces vieux dinosaures qui sont là depuis 4-5 mandats, donc ça veut dire 20 ans, 25 ans, et tout simplement qu'ils ne veulent pas partir parce qu'ils disent que eux, ils sont les plus fidèles par rapport au président de la République. C'est un mauvais message, c'est une mauvaise justification. Dans la mesure où on sait très bien que la jeunesse qui, elle, a 25 ans aujourd'hui, qui naît au moment où ils accèdent pour la première fois à l'Assemblée nationale, elle n'a jamais rien vu. Elle est pleine d'énergie. Et elle veut voir autre chose. Et maintenant, eux, ils sont en train de vouloir prétexter leur maintien par la fidélité. Comme vous l'avez dit, est-ce qu'ils pourront donc partir quand le président de la République... Si aujourd'hui le président dit qu'il
s'en va, est-ce qu'ils accepteront de partir avec le président? Ça, c'est question très, très importante. Alors, nous restons toujours sur cette actualité autour de l'élection pour embrayer sur ce que le quotidien Le Jour a titré « Ces sous-préfets qui empêchent aux candidats de constituer leur dossier ». Gervais Fonga. J'ai vu... Le mauvais jeu des sous-préfets. Oui, on a observé la scène hier encore en Banga, voilà, aux populations que je salais tout à l'heure, dans la sous-préfecture, parce qu'on a, dans ce pays, on a du mal à respecter les textes et nos propres décisions. Voilà tout un directeur général des impôts qui sort une note en indiquant que l'attestation de non-redevance doit être gratuite, du moins pour les élections, pour ceux qui demandent le document en mentionnant élection. Mais voilà. Un percepteur ou un agent des impôts aujourd'hui estime que ça doit être payant pour la plupart des militants. Il n'y en a aucun qui parlait d'une somme d'argent assez quand même, j'allais dire surréaliste. Ça de 30-35 000. Donc on parlait de voix de 80 000, notamment pour ce qui est de Manga. Et moi, ça me semble que c'était un mauvais jeu que ces sous-préfets sont en train c'était un coup de poignard à la démocratie. Je crois que le jeu devait être sain pour tout le monde. Et il faut que les gens aient à l'esprit que ils sont sortis de l'ENAM, ils sont les projets de l'ENAM, ils ne sont pas forcément redevables au chef de l'État actuel, parce que même après, le président Paul Biya, ils vont continuer à servir la nation. Donc cette servitude, j'allais dire aveugle et stupide, dessert plutôt la nation. La vérité, c'est avant de se comporter comme ça, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Parce que que si jamais le régime change, ils peuvent être étiquetés, alors qu'on aurait pu toujours avoir besoin d'eux, parce qu'ils sont quand même des gens qui ont pas que la force de l'expérience, mais qui ont quand même été formés pour l'administration, pour ce travail. En se comportant comme si, de cette manière-là, ils sont enfermés dans une sorte de tour d'ivoire dans lequel ils ne voient rien d'autre à part le régime actuel à l'horizon. Et c'est très gravissime. Et moi, j'ai apprécié, vous avez vu comme moi, à Yaoundé 3 hier, Alain Fogué et quelques autres militants ont dû bloquer en paralysant toute l'administration là-bas, en indiquant que tant que le sous-préfet ne reçoit pas, eh bien, personne n'entre ici, parce qu'on estime qu'il est tout à fait incompréhensible, qu'il disparaisse exactement au moment où on a le plus besoin de lui, et ses collaborateurs on les a tous privés de signature. Ce n'est pas normal, c'est un jeu malsain, et il donne la preuve là que une fois de plus, il donne raison à ceux qui ont souvent pensé que l'administration est acquis à la cause du parti État, et c'est très regrettable. Il faut quand même signaler que là, c'est quelques brebis galeuses. Il y a d'autres administrateurs civils, vraiment, certains militants l'ont même dit, des militants des autres partis politiques qui ont indiqué qu'il y a des sous-préfets qui ont fait leur travail en toute amérique. Non, Jamel l'avait confirmé, c'est les 5 Jamel qu'il a eu à... Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce que Jean-Paul Chunet voulait dire. Je voulais dire que moi, il fallait faire la précision que c'est pas tous les sous-préfets. J'aurais souhaité que le titre soit relativisé, le mauvais jeu de certains sous-préfets, parce qu'il y a beaucoup, ces sous-préfets qui se caractérisent par leur absence à leur bureau. Moi, je pense qu'ils sont très peu nombreux. Ce sont des brebis galeuses, comme vous avez dit. Et parce que moi, j'ai eu à discuter avec certains sous-préfets au téléphone, certains préfets, qui disent que mais ce n'est pas possible. Le sous-préfet n'est là pour signer le certificat de domicile. C'est-à-dire que la personne qui vient pour que le sous-préfet atteste que ce monsieur habite par là. C'est vrai que pour que quelqu'un puisse obtenir un certificat de domicile, il faudrait peut-être tout simplement l'attestation du chef de quartier ou du chef de bloc, ou peut-être dans certains cas la facture pour la quittance d'électricité, pour savoir qu'effectivement cette personne habite dans cette maison. Mais je ne vois pas pourquoi un sous-préfet bloquerait la candidature normalement, parce qu'un sous-préfet était outré hier. Il me dit mais écoutez, mais moi je pense que ces personnes-là qui reçoivent un mauvais accueil ou qui sont retardées devraient saisir immédiatement le préfet ou le procureur de la République. Moi, le temps presse, Camille. Le temps presse, mais je dis que ces mauvais sous-préfets, ces brebis galeuses justement de la sous-préfecture, qui sont en train de jouer justement avec le temps, devraient être exposés à des poursuites et à des censures. C'est pour cela qu'une personne qui ne reçoit pas, comme Alain Foguière, lui il a posé un acte courageux et volontaire, mais seulement les autres n'ont peut-être pas la possibilité
éviter de se trouver en masse devant une sous-préfecture. Mais moi, je pense que ces sous-préfets devraient être mis à l'index. Il y en a qui ont appelé ça une protestation républicaine. Il faut bien qu'on mette un terme à ça avant de continuer. On va souhaiter d'ailleurs bon courage à notre confrère Vivien Tonfar de la Nouvelle Expression qui a été convoqué ce matin au groupement territorial de gendarmerie. C'est important. En tout cas, nous suivons ce dossier de près. Alors, on va poursuivre Guy Hervé Fongan avec ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui se tient à Yaoundé, avec au menu évidemment la révision des accords avec le Fonds monétaire international et la réforme du franc CFA. Je préfère m'intéresser à la réforme du franc CFA. Est-ce qu'une réforme du franc CFA est possible? C'est possible si on a les dirigeants qui tirent la légitimité du peuple et non de l'étranger. On a apprécié et non de Paris. Oui, et non de Paris, c'est possible parce qu'on a le malheur, malheureusement, c'est que le Cameroun abrite le sommet de la CEMAC. On est encore perçu de manière illusoire comme étant la locomotive de la sous-région, alors qu'en réalité nous sommes devenus nos wagons, parce que tout le monde est passé devant nous, même les pays qui sortent de guerre, même les pays du Gabon, le Tchad, etc., nous ont damé le pion, il y a belle lurette. Donc on a arrêté depuis très longtemps d'être la locomotive, on est devenu nos wagons, parce que tout le monde nous a dépassés. Aujourd'hui, moi je pense que la montagne accouchera d'une souris, parce que malheureusement, la plupart des chefs d'État estiment que leur légitimité, ils la doivent aux colons et non au peuple. Ils ne sont pas prêts à lever la tête contre... Et non au peuple. Donc ils iront difficilement contre la France et les autres puissances, contre la France d'autant plus qu'on parle du franc CFA, parce que la vérité, il suffit qu'il y ait un grincement dedans de la France pour qu'ils sentent leur pouvoir ébranlé. Vous avez vu que la plupart des chefs d'État francophones, à chaque fois qu'ils ont des soucis, ont la malice d'aller faire des courbettes parce qu'ils estiment qu'ils doivent avoir le soutien et la protection de la France. Mais donc je n'attends pas grand-chose de cette rencontre-là, simplement parce que nos chefs d'État ne tirent pas leurs revendications, ou alors leur souveraineté du peuple, mais estiment que leur légitimité, ils la doivent aux colons, et malheureusement... Et qu'à chaque fois que ça a été menacé, ils ont fait recours à la France. Ils ont fait recours à la France, donc malheureusement, c'est la montagne accouchera d'une souris. Il ne faut pas en espérer grand-chose, parce que les chefs d'État de la trame de Lumumba, ils ne sont pas très très nombreux, malheureusement, il faudra encore entendre très très longtemps. De Lumumba ou bien on se rappelle que de Oumyobé ou de Félix Moumié qui étaient des vrais nationalistes qui ont milité pour qu'il y ait une vraie autonomie dans tous les sens du terme de notre pays, ont été froidement abattus par le colon. Ceci il n'y a pas grand-chose à attendre. Avec un pincement au cœur, je n'y attends pas grand-chose. Camille Nélé, sur ces accords avec le FMI, le Fonds monétaire international, on se rappelle qu'au départ, après la crise des années 90, on a prescrit les plans d'ajustement structurel. Aujourd'hui, la CEMAC fait le constat de ce que ces plans d'ajustement structurel n'ont pas apporté grand-chose. On doit passer au plan de développement. Est-ce que cela est possible aujourd'hui pour que les pays africains se développent véritablement? Je devais d'abord commencer par dire qu'au moment où, au lendemain des indépendances, les pays africains n'avaient pas beaucoup de choix. Ils n'avaient pas de monnaie. Il fallait bien qu'ils s'accrochent à quelque chose. Il fallait bien qu'ils aient accès au marché international, à une monnaie dont la convertibilité et le pouvoir libératoire pouvaient permettre à leurs États de ne pas trop souffrir. C'était tout à fait normal. Bon, malheureusement, ils n'avaient pas compris, ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas imaginer qu'en fait, au moment où leur argent est fabriqué en France et que cet argent ne représente rien du tout. C'était déjà une chaîne qu'on leur avait attachée au pied. Mais ils ont continué à fonctionner avec, contrairement aux pays du système anglophone qui, eux, ont compris très très vite qu'il fallait avoir une monnaie. On a vu le CEDI en Afrique de l'Ouest, on voit tout Ghana, à côté de nous. Peut-être parce que aussi la Grande-Bretagne avait un peu laissé lâcher de l'Est avec le fameux Indirect Rule où ces pays, déjà même en tant que coloniaux, avaient droit à l'autodétermination. Tout à fait. Malheureusement, nos pays, surtout d'Afrique noire francophone, se sont habitués au franc, se sont habitués aux facilités du franc, conséquence, en sachant très bien au cours du temps, parce que plus le temps passait, plus les jeunes sortaient des écoles, plus les gens comprenaient la réalité économique de cette dépendance financière avec le franc CFA. Malheureusement, rien n'a été fait pour qu'il y ait des réflexions, il y ait des actions. On a eu des Africains qui ont réfléchi. On a vu par exemple M. Tchounjan Poueni qui avait déjà vu depuis très très longtemps la servitude dans laquelle... Il avait d'ailleurs été assassiné.
assassiné, c'est un autre débat. La mort en tout cas, il est mort de façon mystérieuse. L'assassinat, c'est un autre débat. Moi, je pense tout simplement qu'il a eu le mérite au moins de poser le véritable problème de la servitude du franc CFA. Et il y a d'autres économistes aujourd'hui qui la posent. Mais malheureusement, nos chefs d'État ça semble ne pas être véritablement la préoccupation. Leur préoccupation, malgré le nombre incroyable Camille, on va y arriver. De hauts diplômés qui se retrouvent dans les gouvernements et dans la périphérie du gouvernement. On va y arriver sur ces accords avec la Banque mondiale. Oui. Est-ce qu'il est possible qu'on passe des plans d'ajustement structurel, des plans d'ajustement au plan de développement? Non, impossible. Au plan de... c'est possible si nous avons la volonté, si nous avons suffisamment de foi, si nous faisons preuve de suffisamment de fermeté pour dire, comme écoutez, on en a marre d'être désassistés, d'être toujours sous perfusion, selon vos désirata, voici ce que nous voulons. Nous voulons plutôt maintenant des plans de développement qui vont nous permettre, par exemple, de gérer nous-mêmes nos ressources. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un pays comme le Niger... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les pays africains n'ont pas les moyens de concevoir eux-mêmes leur plan de développement? On peut se poser la question, malgré de nombre impressionnant, je dis, de technocrates qui sortent de technocrates qui sortent des universités occidentales. Chaque jour, ils connaissent la réalité, des réalités économiques. Qui sont d'ailleurs présents dans beaucoup d'institutions internationales. Absolument. Malheureusement, ils ne sont pas écoutés. Malheureusement, ils réalisent que c'est une question de volonté politique des chefs d'État. Mais ces chefs d'État, eux, qui savent très bien ce que nos pays perdent en restant arrimés au FMI et à la France, ce que nos pays ne gagnent pas en continuant à fonctionner sous le régime du franc CFA. Donc, le problème du franc CFA est un problème récurrent depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Malheureusement, nous ne semblons pas avoir la volonté d'en sortir. Fongan, peut-être pour vous relancer, on est en plein dans la même question. Il y a eu ce Français, Cyril Gros, qui s'est adressé aux Français, au président français, aux députés européens, où il dénonce cette mainmise de la France sur 14 pays, ce qu'on appelle le précaré français, avec évidemment ce pacte colonial qui a été signé à la veille des indépendances, où la France a l'exclusivité d'achat des ressources naturelles de la terre de ces pays africains, où la France est la grande banque des économies de ces pays africains, où par exemple, vous gardez votre argent au trésor français, si vous avez gardé, je prends un exemple, 100 000 francs, vous n'avez droit qu'à pouvoir prendre 15 000 francs, un peu comme si vous gardez votre argent à la banque et vous allez pour retirer, on vous dit non, vous n'avez que droit à prendre 15%. Et si vous voulez aller au-delà des 15%, vous devez emprunter avec évidemment ce que les économistes appellent les taux commerciaux. Est-ce que ce n'est pas cette forme corvéable, forme corvéable qui maintient aujourd'hui les États africains dans toute cette précarité? C'est un contrat léonien que le chef d'État illégitime avait malheureusement passé avec la France, dans les accords passés à la France qui malheureusement ils ont continué d'entretenir. Oui, c'est un contrat lyonnais, ils ont continué d'entretenir avec le colon plusieurs années. Je vous faisais remarquer à l'entendre mon propos que les chefs d'État de la trame de Lumumba, de Thomas Sankara, même de Sékou Touré qui avait dit non à la France, sont très peu nombreux parce qu'à la vérité, ceux-là avaient la capacité, le courage de dénoncer ce type de contrat lyonnien et il fallait qu'on fasse une rupture. Ce qui est révoltant, justement, dans cette attitude, c'est que l'essentiel de nos devises est au Trésor français. Nous travaillons pour la France, et les Français eux-mêmes l'ont dit. D'ailleurs, je recommande vivement un ouvrage de chevet que je lis tout le temps, c'est d'ailleurs à ceux qui nous regardent, c'est Anne-Cécile Robert, L'Afrique au secours de l'Occident, un livre dans lequel elle démontre abondamment que l'Occident a plus besoin de l'Afrique que le contraire. En réalité, sans nous, ils sont totalement perdus et déséquilibrés. En réalité, c'est nous qui constituons en réalité le socle réel sur lequel ces pays s'appuient pour se développer. Surtout la France, il faut le Surtout la France, c'est un pays vieillissant, où la main-d'œuvre est presque de plus en plus inexistante. Notre sous-sol, notamment pour ce qui est du Cameroun, c'est un scandale géologique en termes de richesse naturelle. On a tout ce qu'il faut ici et ça appartient malheureusement aux autres, ce qui est révoltant. Vous parlez du franc CFA. Ce qui est davantage encore révoltant dans ce sommet-là, c'est qu'il y a toute une littérature grise, abondante, au-delà de Tundian Pouni. Des brillants économistes ont démontré comment est-ce qu'on pouvait sortir du franc CFA. Il y en a qui ont parlé du OUM, il y en a qui ont parlé de la monnaie... c'est monnaie camerounaise. La monnaie bipolaire, etc. Donc il y a des solutions qui existent, qu'il faut seulement appliquer. Ce qui nous reste,
c'est les chefs d'État légitimes qui aient la capacité de rompre le cordon et de prendre leur autonomie en solidarité avec d'autres chefs d'État. Dans tous les sens du terme, puisque la monnaie est un élément clé du développement d'un pays. Le Nigeria sans monnaie, le Naira, le Ghana sans monnaie, le Kenya sans monnaie. Il y a une multitude de pays qui ont la monnaie et qui s'en sortent plutôt très très bien. Mais sauf que il faut que dans les pays francophones, qu'on ait le courage de couper le cordon ombilical. Ça ne peut arriver comment on aura les présidents qui auront la légitimité du peuple et non les présidents qui auront la légitimité de la puissance étrangère. Camille, est-ce qu'aujourd'hui il est possible pour l'Afrique, est-ce que c'est pas la solution finale pour que l'Afrique francophone se développe? Est-ce qu'il ne faut pas se débarrasser de la France qui aujourd'hui se présente comme un grand pays de démocratie et liberté, mais qui en réalité est un pays de négriers? Ce n'est pas une insulte que de dire que la France, sans les 14 pays de l'Afrique francophone, n'est rien. Parce que la France est un tout petit pays en Europe, mais seulement avec l'économie, avec tout ce que la France puise dans justement l'économie de ces 14 pays africains, la France peut discuter au milieu de l'euro et peut se bomber le torse et avoir fière allure. Mais en réalité, si ces 14 pays retirent leur monnaie, estiment que maintenant notre monnaie n'est plus frappée chez vous, maintenant vous n'avez plus le droit de venir puiser et l'uranium et le pétrole et ceci chez nous. C'est terminé. Donc moi je pense qu'il faut tout simplement que nos pays se concertent comme ils commencent maintenant à avoir l'habitude de se réunir pour dire disons non à la France, sortons de la dépendance, sortons de l'enchaînement à la France et vous verrez que notre économie ne s'en portera que mieux. En tout cas, nous saluons la mémoire de Sékou Touré, Marion Gouabi. Nous sommes arrivés au terme du après fondement. On peut parler des vivants. Achille Talon a bien pris son courage à deux mains. Patrice Talon a pris son courage à deux mains en estimant qu'il faut sortir de là. Donc on peut parler des vivants pour démontrer à la face du monde qu'en fait c'est possible de faire comme il y a Patrice Talon a fait. D'accord. Alors nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des grandes unes. La pensée du jour: un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. C'était un proverbe gambien. Madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des grandes unes. Rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants. Faux Poussi, Eric Faux Poussi et tout son panel.